Citoyens, citoyennes, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, on va parler survivalisme, on va parler survie, on va parler de tas de choses. Et je reçois Alex Rigvald. Bonjour Alex. Bonjour Alex, bonjour le Cercle de Richelieu. Oui, ça fait bizarre, on a pris tous les deux Alex comme nom, mais lui c'est son vrai prénom, moi c'est pas le cas. Mais... Ah, c'est pas ton vrai prénom? Ah oui. Ça fait partie de la liste des 2, 3e, 4e prénoms en fait. Donc c'est celui que j'utilise généralement. En plus, maintenant, c'est très bizarre, puisque étant donné que la moitié des gens que je connais m'appellent Alexandre automatiquement, oui. J'ai pris le truc de m'appeler Alexandre sans même réfléchir. Donc, si tu veux, la dernière fois qu'un policier m'a demandé mon prénom, je suis parti sur Alexandre et dire le vrai prénom. Tu sais, ça fait mec qui est en train d'essayer de baiser le policier, alors que pas du tout, tu vois, c'est juste l'habitude qui faisait ça, quoi. Oui, t'avais qu'à dire, c'est mon nom de scène, voilà, c'est... Ouais. Après, je vais essayer d'éviter de lui expliquer ce que je fais sur la scène, on va dire. Oui, vaut mieux. Et donc, Alex, si on pouvait commencer cet entretien très compliqué parce que vous le savez pas, vous qui êtes en train de nous écouter, mais ça fait genre 3 fois qu'on part sur des trucs Discord, Messenger, Skype, etc. Mais ça a l'air de marcher. Là, ce coup-ci, donc on va rester là où on est. Est-ce que Alex, tu pourrais partir pour nous expliquer un petit peu ce que toi tu fais en rapport avec le survivalisme et comment tu en es arrivé à t'intéresser au survivalisme? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alex Rigvald. Donc j'ai une chaîne sur YouTube, sur la plateforme YouTube qui me permet d'exprimer ma vision sur le survivalisme et plus précisément la préparation à la rupture de la normalité. On en parlera en détail, on la définira, je pense, par la suite. Et donc, tout ce qui permet d'aller vers un style de vie plus autonome, plus indépendant et plus résilient généralement. On verra à quelle échelle de risque, on va détailler ça, je pense, dans cette interview. Et donc, je m'adresse à un type de personne particulier, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle le citoyen prévoyant. Donc, en fait, un citoyen qui a un peu réfléchi aux choses, qui a fait certains constats sur comment fonctionne la société aujourd'hui, donc qui est conscient aussi des enjeux actuels, qu'ils soient économiques, sociétaux, environnementaux, et qui veut aller vers un changement de vie qui justement tend aussi vers cette fameuse autonomie et indépendance, que ce soit une indépendance matérielle, financière, mais aussi spirituelle et mentale. Donc j'utilise la plateforme internet comme beaucoup de survivalistes pour diffuser mon message, puisqu'aujourd'hui on va dire que YouTube, même avec tous les derniers changements, reste la plateforme numéro 1 en termes où les gens sont en fait pour pouvoir espérer une certaine portée de message. Et j'ai ouvert ce canal. Alors après, tu vas me dire pourquoi avoir choisi le survivalisme, comment je suis tombé dedans. Bah je le dis presque jamais d'ailleurs sur ma chaîne. C'est un peu une exclue pour ton interview, on va dire. Mais je suis issu à la base du milieu de la gestion du risque. Donc techniquement, pour employer les termes pompeux, j'ai entre guillemets un diplôme pour ça. Et un bac plus 5 pour ceux qui veulent savoir, donc de l'ingénierie en sécurité globale appliquée, qui est en fait de la gestion du risque appliquée à tous les domaines, que ça soit physique, environnemental, informatique, matériel. J'étais destiné à gérer des équipes de sécurité dans un de ces domaines. Et donc moi, je suis pas, si tu veux, un spécialiste, mais j'étais destiné à être manager de spécialistes en sécurité dans leur domaine, que ça soit en informatique, dans le physique, c'est-à-dire la sécurité du garde du corps, quoi, en gros, ou du vigile, ou alors de la sécurité au niveau industriel, risque industriel, etc. Tout l'aspect du risque. Et donc j'étais prédestiné, on va dire, à faire le survivaliste, mais pour soit le gouvernement ou des États, ou soit les grandes entreprises. Si je peux me permettre de t'arrêter un instant, tu aurais pu travailler dans une société militaire privée, par exemple. Eh ben, j'ai fait mon mémoire de master sur les SMP, les sociétés militaires privées. Ah ben, c'est marrant dans ce cas-là parce que j'ai fait mon mémoire de master sur les sociétés militaires privées en mer. Donc, Eh ben, j'ai eu dans mon mémoire, bon là c'est des trucs de geek, attention. J'ai eu dans mon mémoire une interview d'un mercenaire qui justement, lui maintenant fait de la mercenariat, un contracteur, un privé, qui travaille pour des boîtes de sécurité privée internationale, principalement justement pour la mer, donc la sécurité des convois maritimes en piraterie. Donc c'est un ancien des forces spéciales, etc. Et bah c'est étrange, ça fait un point commun extrêmement étrange parce que je pensais être le seul en France à avoir fait ça, tu vois.
Ah ben, je pensais aussi être le seul en France. Il y avait un autre mec qui travaillait pour la Marine nationale qui avait fait un mémoire sur le sujet, mais voilà, écoute, on est trois, quoi. Bon bah, on va faire un club, on va faire un club. Et donc, vas-y, je t'en prie, continue. Donc oui, j'ai très conscience et je suis très informé au niveau de ces choses-là. Et d'ailleurs, j'avais déjà contacté des sociétés militaires privées, notamment en Corée du Sud, et justement pour le transport maritime, pour commencer à lancer du CV à l'époque. Mais je me suis dit, t'es trop indépendant, j'aime pas être, soumis, on va dire. Et puis on va dire que j'ai eu en même temps de ça un parcours sous les drapeaux dans les services de l'État simultanément à mon parcours, puisque dans ma formation il y avait énormément aussi de forces de l'ordre, de pompiers qui venaient faire un cursus universitaire en même temps, voire des renouvellements, voire en parallèle par rapport à leur carrière pour évoluer, etc. Donc j'étais en cours avec des officiers de l'armée, des officiers pompiers, etc. Et j'ai connu ça aussi. On a fait visiblement un master très similaire, toi et moi. Exactement. Et je me suis dit voilà, je vais faire ce qu'on m'a appris, mais je vais me placer dans le référentiel du citoyen, parce que je me suis dit, on parle toujours des gouvernements, on parle toujours des entreprises, mais je me suis dit, je pense que on a plus besoin de moi à l'échelle du citoyen, dans le référentiel moléculaire, on va dire, que je pourrais être plus utile, et en plus de cela, ça me permettrait de lier ma volonté d'indépendance pour ma propre quête vers mon autonomie et mon indépendance sur tous les niveaux. Et donc là, j'avais par réseau, par connaissance et aussi par précédente expérience entrepreneuriale, simultanément aux études, simultanément d'être en service dans un service de l'État, j'avais aussi une entreprise qui était aussi dans le milieu tactique et qui existe encore, dont je n'ai plus rien à voir avec, qui faisait de l'équipement tactique pour les forces armées, etc. Où je savais que je voulais rester, j'avais goûté à ça et que je voulais perdurer dans ce domaine. Et à la croisée des chemins a fait que la chaîne YouTube s'est ouverte. Et aujourd'hui, à la base, ça s'appelait Défendre sa famille, pour ceux qui ont connu. Et aujourd'hui, ça s'appelle Alex Rigvald, donc à mon nom, on va dire que c'est éponyme. Où plus le temps passe, plus je gagne en maturité, plus je m'affine et plus j'évolue aussi. Ce qui m'amène au travail d'aujourd'hui. Voilà. Alors, merci bien. Donc, grosse présentation. Oui. J'en ai appris en plus. Moi, j'ai vu pas mal de tes vidéos, mais j'en ai quand même appris encore sur toi, tu vois. Bah, c'est un aspect que je ne mets pas en avant, en fait, d'habitude. C'est une exclusivité. Je t'en remercie. Alors, maintenant que tu t'es présenté, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet concernant le survivalisme. Oui. Alors, est-ce que déjà tu peux définir ce qu'est le survivalisme pour ceux qui connaissent pas? La définition la plus simple, on va dire la plus claire, la plus basique qui soit. Oui. Alors, je commencerai par dire, surtout pour ceux qui seraient au premier contact avec le survivalisme ou la notion de survivalisme via notre conversation, aujourd'hui, il n'existe pas précisément de définition du survivalisme, c'est-à-dire quelque chose de carré acté. Donc en fait, actuellement, chacun présente sa vision du survivalisme, en sachant qu'il n'y a pas de vérité universelle. Et donc, je vais vous présenter là ce que je pense, pour moi, qu'est le survivalisme. Donc, pour moi, le survivalisme, c'est principalement deux gros axes. Le premier axe, c'est la préparation à la rupture de la normalité. On va parler de cette notion importante après. Et couplé à une quête de l'autonomie et de l'indépendance, à l'échelle individuelle pour commencer, ensuite à l'échelle familiale, et éventuellement à l'échelle clanique pour les gens qui sont avancés dans leur processus. Donc, selon moi, je distingue trois temporalités, on va dire, dans le survivalisme. Le court terme, bien sûr, qui est se préparer et anticiper les aléas de la vie au quotidien. Donc là, c'est vraiment les choses basiques comme secourir une personne, la prévention et la sécurité incendie. C'est aussi éventuellement savoir faire face aux accidents de la route, mais surtout les éviter. Ça peut être faire face à une chute, les accidents du quotidien, comme ça peut être tous les aléas vraiment au jour le jour du citoyen lambda. Donc ça, à la limite, c'est un citoyen responsable, même non survivaliste, est censé faire face à ça théoriquement, on va dire. Ensuite, on a l'aspect moyen terme, où là, c'est plus des stratégies qui vont nous permettre de tendre vers une forme d'autonomie, parce qu'on n'est jamais vraiment 100% autonome ou indépendant, bien sûr, mais tendre au maximum en fonction de qui on est et où on est sur la planète pour avoir une forme d'autonomie, d'indépendance qui amène une forme de résilience dans tous les domaines de la vie, hein, parce qu'on parle souvent de défense du domicile, la self-défense, mais moi j'inclus
l'indépendance financière, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tout est économie. On en reparlera peut-être dans ce... Qu'on le veuille ou non, hein, je suis pas d'accord, mais moi je m'adapte. La première, comment dire, la première qualité pour survivre, c'est de s'adapter. Donc, faut bien acquérir une certaine forme d'indépendance ou moins de résilience économique, mais aussi les aspects plus classiques de l'énergétique, alimentaire, etc., qu'on voit plus souvent dans le milieu. Donc ça, c'était pour le moyen terme, et ensuite, au long terme, pour moi, le survivalisme, c'est vivre une vie qui a d'abord du sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, les choses ont de moins en moins de sens, en conformité avec ses propres valeurs, et non pas des valeurs qu'on veut nous imposer par quelconque système, quelconque état, quelconque média, en pensant à une forme de transmission. Donc là, on est dans un aspect laisser quelque chose d'intéressant sur Terre pour la suite. Alors pas forcément pour tout le monde, mais en commençant par les siens, que ce soit sa progéniture ou à une échelle clanique, un petit groupe de gens qui ont tissé des liens et qui vont ensemble essayer de laisser quelque chose de transmissible qui va perdurer, voire un jour grossir, on ne sait pas. Donc c'est aussi la recherche d'un style de vie qui sort du fameux métro, boulot, dodo, impôt et tombeau, parce que t'attends la retraite pour avoir ton cancer un an ou deux après, c'est malheureux, mais ça c'est très fréquent. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. On oublie souvent que les 84 ans d'âge moyenne, c'est une moyenne, et donc fatalement, ça veut dire qu'il y en a plein qui meurent au moment de leur retraite ou juste avant ou juste après, quoi. Mais tout ça est calculé, en fait. Ça, il faut le savoir. Et le fait que ce soit calculé, on dit oui, la moyenne d'âge en France prend un trimestre tous les ans. Mais oui, mais attends. La moyenne d'âge qui compte, c'est la moyenne d'âge en bonne santé. Et cette moyenne d'âge-là, elle est très basse. Elle est vers 60 ans, un truc comme ça. Et être survivaliste, c'est aussi durer. On en parlera aussi. C'est pas avoir des fusils et manger des pop-corn. Au contraire, c'est la vie saine, etc. C'est durer aussi au niveau de la santé. Et j'inclus tout ça dans le survivalisme. C'est vraiment un tout, une approche de la vie particulière. À une alternative de vie à ce qu'on nous impose aujourd'hui, certains chercheront cette alternative en se lançant à fond dans l'entrepreneuriat, dans des projets, en s'expatriant. Et moi, j'ai choisi de trouver une vie alternative via cet outil survivalisme. Donc globalement, pour moi, le survivalisme, c'est reprendre le contrôle de son temps, de son argent et de où et avec qui on vit. Et c'est une sorte d'extraction de la matrice, si tu veux, qui nous est imposée pour reprendre le contrôle de son cadre de vie, que ce soit d'abord au niveau individuel, mais après familial, et après éventuellement local, clanique, en vivant par rapport à ses propres valeurs et non pas en les ayant choisies consciemment, en comprenant l'héritage qui va avec et en essayant justement de les faire perdurer dans le temps et de les transmettre. Voilà pour moi une définition, on va dire, assez poussée de ce que je pense du survivalisme. Donc merci pour cette définition du survivalisme, effectivement une grosse définition, mais finalement il n'y a pas de définition type pour le survivalisme, hein. On trouve un peu de tout dans le survivalisme, mais c'était une définition qui était assez claire et assez large pour qu'on puisse essayer de comprendre. Donc il y a un survivalisme de court terme, un survivalisme de moyen terme et un survivalisme de long terme qu'on pourrait même appeler survivalisme civilisationnel pour ce dernier en quelque sorte. Mais le premier survivaliste dans le pays, c'est l'État. C'est lui le premier survivaliste. Donc en fait, on fait qu'appliquer à une échelle individuelle que chaque État et gouvernement a comme priorité, c'est-à-dire perdurer, quelles que soient les crises, traverser le temps, et parce que l'État en fait est un virus qui cherche des hôtes, tu comprends? Et, oui. Et sa première fonction, c'est de perdurer avant toute chose, parce que s'il n'est pas là, il ne peut pas régner. Donc l'État est le premier survivaliste en fait. Mais ça c'est intéressant. Oui, j'avais jamais vu des choses comme ça, mais effectivement, je pense que Richelieu serait d'accord avec ça. Alors pour s'initier au survivalisme, voilà. Donc tu as donné une définition un peu large du survivalisme. Pour commencer à s'intéresser au survivalisme, on commence par quoi? On fait quoi? On lit tel bouquin, on achète tel truc, ça commence par quoi s'initier au survivalisme? Alors c'est vrai que quand tu tapes survivalisme sur internet ou sur YouTube, bah t'as de plus en plus de contenu. Tant mieux. C'est vrai que c'est une thématique à la mode en ce moment et qui monte. C'est aussi une question de contexte sociétal. Mais c'est vrai qu'on se sent perdu. Je pense que tu t'es dit oula, par où je commence, exactement ça. Et je pense qu'on est tous passés par là, quoi, moi y compris. Absolument, oui. Et donc, ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui par rapport à mon avancement dans le survivalisme, c'est que ça commence d'abord par des choses qui peuvent paraître triviales et simples, mais ça commence d'abord par un esprit sain dans un corps sain. On en a fait allusion précédemment, ça sert à rien de se préparer si t'as un style de vie tellement malsain qu'à 45 ans, tu vas faire ta cirrhose du foie ou ton cancer.
Oui, évidemment. Donc, il est important de reprendre, avant de penser fusil d'assaut, avant de penser guerre civile, il est très important de reprendre une activité sportive régulière. Attention, pas besoin de devenir bodybuilder, pas besoin de préparer les Jeux Olympiques. On cherche simplement à faire durer sa machine corporelle, puisque c'est notre véhicule sur Terre, et à le rendre le plus efficace possible. Donc c'est un type d'effort aussi particulier, et je vais en parler dans des interviews qui sont déjà faites, qui vont arriver sur la chaîne, notamment au niveau de la kettlebell et de la fonte. Et aussi, ce qui va avec le sport, c'est l'alimentation. Et souvent, le ratio, c'est 70% alimentation, 30% sport. Donc pour moi, déjà, entre guillemets, essayer de manger le plus sain possible. Alors c'est pas possible aujourd'hui parce que tout est... Sauf si tu fais tout toi-même, t'auras même le bio n'est pas franchement 100% sain, etc. Mais c'est déjà mieux. Donc le régime alimentaire, le sport, c'est vraiment la base. Parce que ça sert à rien de survivre si t'es malade. Voilà, déjà. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, même si moi je suis qu'un tout petit à l'échelle du survivalisme. Moi j'ai commencé il y a pas très longtemps à m'y intéresser, mais j'avoue que inspiré notamment par ton ancien site Défendre sa famille, etc. J'avais fait l'achat de quelques armes, on va dire de défense. Alors j'agis probablement bêtement parce que je pense j'ai acheté, bon autant le dire, j'ai acheté 22 long rifles Norinco. Oui. Et Norinco c'était probablement pas la gamme qu'il fallait acheter quoi. Donc, là, j'espère que Code Reno n'entendra pas ces propos. Oui, je sais, il a déjà dit que c'était de la merde. J'ai écouté son émission, mais j'avais déjà acheté les deux. Et donc, je vais les revendre de toute façon et m'en acheter 2 autres 22 longs rifles. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça commence par être bien dans son corps. Moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté de fumer. Oui, ah oui, ça aussi, on en a pas parlé, mais si c'est drogue, alcool, la cigarette, c'est stop tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça. C'est moi, je fumais quasiment un paquet par jour à un moment. Ah oui. Et là, je peux dire que je me sens extrêmement mieux. Alors ça se sent pas nécessairement aujourd'hui parce que ma fille m'a craché dessus toute la semaine en toussant parce qu'elle était malade et donc maintenant je suis malade moi aussi. Oui. Mais ça a été une dure semaine. Mais effectivement, sans la cigarette, on se sent mieux et se remettre au sport, c'est la base si on veut effectivement faire durer un petit peu son corps qui est son matériel humain en quelque sorte, hein, qui est le truc qui va nous porter tout au long de notre vie, quoi. Sans corps, pas de possibilité de survivre. Exactement, mais ça, le problème, c'est que tu fais une vidéo sur ça, ça envoie pas du rêve, il y a pas d'armes, donc ça attire pas les gens, mais c'est la base, quoi. Absolument, mais j'avoue que moi j'étais tombé d'abord sur les vidéos avec les armes, et donc c'est souvent le point d'entrée. C'est souvent le point d'entrée. Et stratégiquement, faut en faire pour faire entrer les gens, mais après, moi, j'essaie de les amener justement plus vers ce chemin-là, quoi. Alors. Très bien, donc on commence par le sport, tu dis on commence par une bonne alimentation, tout ça je suis d'accord, mais on va pas se mentir, très vite il y a un coût. Parce que une fois qu'on a dépassé tout ça, on va essayer d'aller sur d'autres trucs, donc des armes, on en a un petit peu parlé, on va même un petit peu parler d'autres choses, la BAD. Alors souvent ça coûte extrêmement cher et c'est ce qui freine un petit peu ceux qui sont ceux qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens ou même les gens de la classe moyenne, quoi. Et alors comment on définit un budget? Voilà. Alors, comment on arrive à... Parce que là, on a commencé le sport, on a commencé à arrêter de fumer. Comment passer à l'autre étape? On va commencer à définir son budget pour commencer à créer sa propre politique survivaliste. Bah justement, avant de parler de budget, je vais compléter la question précédente par rapport à qu'est-ce qui est prioritaire une fois qu'on a un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, pour justement percuter où doit aller l'argent au début. Alors bien sûr, moi personnellement, je ferais commencer par des formations de secourisme. Parfois, c'est même gratuit, Croix-Rouge, service de sécurité et de secours, les pompiers, quoi. Ou alors, c'est un investissement d'une centaine d'euros, et même la plupart du temps, les gens peuvent faire ça au travail. Donc déjà, une formation de secourisme. Une formation basique à la sécurité incendie, avoir son extincteur, une couverture de feu, un système d'alarme à la maison. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire pour les fumées notamment. Un truc bête comme avoir les bonnes assurances et être sûr d'avoir lu toutes les petites lignes et qu'elles nous couvrent vraiment. Et là, je parle pas en termes financiers. Certes, un gain financier peut-être par rapport à une optimisation, mais surtout que la plupart du temps, les gens souscrivent des assurances sans avoir lu. Il arrive le jour où il leur arrive quelque chose, ils s'aperçoivent que cette assurance-là, qui paye une blinde, ne couvre pas ce qui vient de leur arriver. Notamment les coups de foudre, etc. Souvent, il y a plein d'assurances qui prennent pas la foudre qui tombe chez toi par rapport à... Même s'il y a eu un pare-foudre, t'as eu un truc à griller,
Il y a plein d'assurances où c'est écrit on ne couvre pas ça. Et aussi ce qu'on appelle une clé USB administrative. Donc en fait, c'est l'ensemble de vos documents administratifs hyper importants. Donc ça va de vos données personnelles en tant que les papiers, les cartes d'identité, les passeports, tous les titres de biens, tout ce qui est extrêmement important administrativement et qui est sous forme papier. Ça peut être aussi les photos de famille que vous voulez absolument faire perdurer, etc. Mais aussi d'autres documents qui peuvent aller de la quittance de loyer à la facture pour prouver par exemple que vous avez acheté tel ordinateur s'il y a un incendie chez vous. Il va falloir prouver à l'assurance que vous aviez acheté cet ordinateur. Des photos du matériel que vous possédez. Cet ordinateur-là, si vous l'avez en photo sur une clé USB et que vous avez la facture, vous aurez plus de facilité à vous faire rembourser. Et bien sûr, cette clé doit être cryptée parce que si vous la perdez ou si on tombe dessus, la personne qui l'a pourra utiliser ces données pour ouvrir des prêts dans d'autres pays, etc. Et ça vous apportera énormément de problèmes en tout ce qui est lié au risque d'usurpation d'identité et qui est un vrai risque qu'on sous-estime. Et pas besoin d'attendre la fin du monde. C'est un risque qui concerne tout le monde aujourd'hui, surtout à l'époque des données personnelles aujourd'hui. Donc, bien sûr, oui. Ça inclut aussi le fait, en même temps, que je veux mettre en avant, c'est qu'en fait, il y a un aspect matériel, comme tu le dis, qui se budgète, mais il faut que cet aspect matériel, il soit avancé en même temps que le savoir-faire. Parce que ta clé USB, si tu sais pas la crypter correctement, que t'as pas le savoir-faire pour la crypter, elle te sert à rien, ou alors elle devient dangereuse, parce que si tu la perds, ça deviendra ton pire ennemi. Mais si c'est bien fait, ça deviendra ton meilleur allié dans le cadre de rupture de la normalité. Donc il faut faire les choses couplées au savoir-faire. Donc c'est pour ça que, notamment par rapport à la mercantilisation du domaine survivaliste aujourd'hui, on met en avant de plus en plus de matériel et on oublie de plus en plus que le matériel, bien utilisé, ça va avec un savoir-faire. Et le savoir-faire, ça s'apprend. Ensuite, on a tout ce qui est self-défense, l'ordre en poche, c'est-à-dire ce qu'on appelle everyday carry, EDC en anglais, mais aussi c'est pareil pour le kit voiture, un sac d'évacuation, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait faire un podcast entier, et le fameux fonds d'urgence, le petit pécule financier en cas de problème. C'est pas pour la fin du monde, c'est pour, tiens, j'ai besoin pour travailler de ma voiture, voilà, j'ai 2 pneus à changer, il faut absolument que ça soit changé, et j'ai le pécule de côté pour les faire changer tout de suite, pour continuer ma vie, tu vois. Alors c'est une grande question, ce fonds d'urgence. On en parle très souvent effectivement dans les émissions survivalistes. Ouais. C'est quoi? C'est 6 mois, 1 an de ton revenu personnel, c'est ça que tu mets de côté? Alors il y a des chiffres. Si tu veux, les chiffres, ils sont là pour donner un référentiel aux gens parce que les gens, ils ont besoin qu'on leur dise voilà la recette. Mais bien sûr, ça dépend de combien tu gagnes. On va pas se mentir, le survivalisme, surtout à niveau avancé, ça coûte cher et c'est plutôt un truc de riche quand on creuse un peu. Et il faut comprendre que le fonds d'urgence, si tu gagnes 1 000 € par mois ou si tu gagnes 3 000 € par mois au plus, ce n'est pas du tout pareil. Donc, le minimum pour commencer, puisqu'il faut bien commencer, c'est au moins 1 mois de vie d'avance. 1 mois de vie, c'est quoi? C'est tout ce qui est frais fixes, les loyers, l'alimentation, tout ce qui est factures récurrentes d'internet, électricité, tout ça. Tout ce que tu es sûr de payer en fait pour continuer ta vie normale pendant 1 mois. Après, en fonction de tes moyens et de ton rythme d'épargne, puisqu'en fait là on parle d'épargne, ça serait bien de monter minimum à 3 mois. Et d'avoir cet argent en cash. Alors certains vont dire, ouais, le cash ça vaudra plus rien et tout. Moi je dis stop, le cash, même dans un effondrement économique, et ça s'est vu en Argentine, etc., les premiers mois, il n'y a pas de souci, les gens continueront à attribuer de la valeur au cash. Ça va mettre du temps pour que ça rentre dans la tête des gens que c'est du PQ. Tu comprends? Donc, ce cash-là, il n'est pas fait pour garder et sortir 6 mois après un effondrement économique. Il est fait pour dépenser les premiers mois en espérant que ça revienne rapidement à la normalité. Si ce n'est pas le cas, on changera de stratégie. Mais le fonds d'urgence sert à ça. Mais il sert surtout à faire la réparation de voitures, des frais de médicaux avancés d'un coup, des trucs comme ça qui sont dans la vie de tous les jours, tu comprends? Oui, bien sûr. Donc après, bien sûr, en fonction de tes moyens, pour moi, ça sert à rien d'avoir plus d'1 an de vie d'avance, parce qu'après, il y a des problèmes de sécurité en termes aussi de stocker le cash à la maison. Si tu te coûtes 1 000 € de frais fixes pour toi et ta famille par mois, t'as 12 000 € à la maison. Je peux te dire qu'en coupure de 20-50 €, ça commence à faire un bon tas. T'as aussi maintenant des problématiques de sécurité d'incendie. Le fait si jamais quelqu'un le sait, bien sûr, faut toujours se taire, même aux gens les plus proches, jamais faire allusion qu'on a du cash à la maison. Et il y a le problème un truc qui est souvent oublié, c'est que l'Europe a la bonne idée de changer
très régulièrement un billet par an en moyenne. Et oui, les billets de 5, de 10, ça arrive effectivement souvent. Et il y a 6 mois, nous on a dû, à chaque fois qu'il y avait un nouveau billet de 50, changer par l'ancien pour le redépenser. C'est un travail, parce que quand il faut changer 12 000 €, quand t'as la moitié en billets de 50 et qu'il faut les changer, tu mets la moitié de l'année à avoir les nouveaux billets pour que ça dure. Parce qu'après, les billets un jour vont devenir caducs. Et ça, c'est une manière pour l'État, le gouvernement, les décideurs, d'éviter de ce que les gens stockent du cash à trop long terme chez eux. J'avais jamais réfléchi à ça. J'avais jamais réfléchi au problème, en plus, de faire changer ces billets, étant donné que, effectivement, la nature du billet pouvait changer de temps en temps. Et ça, c'est un problème de mec qui fait et pas qu'à lu, tu vois. Oui, effectivement. Non, mais là, j'avoue, j'avais pas fait gaffe. Effectivement, si on change la forme du billet et que les anciens billets ne sont plus valides, tu peux te retrouver avec 10 000 € en cash qui ne valent plus rien chez toi, quoi. Exactement. Alors j'étais à la Banque de France l'année dernière pour visiter, etc. C'était le moment où le nouveau billet de 20 € allait être intronisé. Et il y avait un endroit exprès pour présenter une mini-exposition sur ce nouveau billet de 20 €. Et bien sûr, on te met en avant que nouveau mécanisme de sécurité anti-fausse monnaie, tout ça, ce qui est vrai, c'est très bien. Mais ils vont jamais te dire... En même temps, ça nous permettra d'éviter que du cash ne dorme trop longtemps. Et de toute façon, un jour, l'ancien billet ne sera plus repris, comme les francs d'avant, en fait. Et t'auras du PQ, quoi. Alors, au bout d'un moment. Alors, il faut des années, mais il faut y penser à ça. Oui, effectivement. Bon, j'avoue que là, c'était un bon argument pour ne pas avoir trop d'argent non plus. Exactement. En fait, c'est une sorte de fonds de roulement familial, le fonds d'urgence. Voilà. Ok. Je dirais... Au niveau des stocks, 30 jours de vie d'avance en termes alimentaires et énergétiques. Avoir de quoi matériellement tenir 30 jours, donc un mois d'avance, que ce soit nourriture, électricité, etc. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, ces 30 dernières années, il n'y a pas eu en France de rupture de la normalité. Alors globalement, en France, c'est des inondations, des coupures d'électricité, etc. De plus de 15 jours. C'est très rare que l'État ne fasse pas le retour aux choses au bout de 15 jours. Donc si tu as 30 jours d'avance... t'es déjà prêt pour 80-90% des ruptures de la normalité. En sachant que les autres, les 10-20% qui restent, dans tous les cas, tu seras pas prêt à 100%. Donc là, c'est plus de l'état d'esprit et du réseau. Ensuite, c'est vrai. Faire du bivouac en forêt avec des amis, retour à la nature et pratiquer tir-chasse. Voilà comment je commencerai le survivalisme. Et là, on voit comment budgétiser la chose, parce que faire du tir, ça veut dire une arme, une licence, bivouac, le matériel qui va avec, 30 jours d'avance, c'est aussi un peu de... Alors bien que ça va être consommé, il faut quand même sortir l'argent, décaisser pour acheter la nourriture d'avance. Le fonds d'urgence. Et puis si je peux me permettre, là aussi il faut faire un roulement sur ce que tu achètes pour les 30 jours de survivance. Si tu as des denrées périssables, exactement, il faut que tu les consommes à intervalles réguliers et que tu les changes. Sinon alors, après... En gros, tu fais le fait de faire du survivalisme à l'échelle familiale, tu transformes ta famille que tu dois gérer en mini-business avec une comptabilité, mais ça devient aussi un mini-restaurant parce qu'il faut gérer le cellier, ça devient un dojo de self-défense, une armurerie, et t'as tous les savoirs en parallèle, quoi. Ça devient un centre administratif. Et donc, faut y penser, et maintenant que j'ai donné les activités, on arrivera peut-être plus à se projeter sur comment commencer. Mais là, quelqu'un qui part de zéro, t'as déjà 3 ans de travail avec juste ce que je viens de te dire, et c'est la base. C'est vrai. Et avant même de commencer à budgétiser, effectivement, il y aura déjà pas mal de boulot, quoi. Ne serait-ce que tout ce qu'on a dit sur les formations au premier secours, sur les assurances, sur tout ça. Et une fois qu'il aura dépassé ce stade-là, il pourra commencer à rentrer vraiment dans un survivalisme plus, on va dire, qui coûte plus cher, quoi. Et donc là, c'est pourquoi, quand j'entends parler de base autonome durable, etc., donc le concept de Piero San Giorgio, qui est très intéressant, mais, il faut le dire, réservé aux gens qui ont de l'argent, réservé à ceux qui veulent ce style de vie-là, parce que c'est tout de suite plus rude, etc. Mais c'est surtout pas accessible à nous, les moins de 30 ans, environ de 30 ans, qui ont des contextes économiques complètement différents. Et donc, il y a tellement de choses à faire avant qu'en fait, le concept de base autonome durable, dans les faits, est un concept élitiste. Je ne suis pas contre l'élitisme, loin de là, mais on ne peut pas promettre aux gens des choses que la plupart ne pourront pas s'offrir. Oui, alors est-ce que tu peux juste expliquer rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une base autonome durable ? Alors le concept de base autonome durable, c'est un concept qui a été présenté en France notamment et en francophonie par Piero San Giorgio dans son livre Survivre à l'effondrement économique.
Le principe est simple, il s'agit de s'enraciner dans un lieu qui a été optimisé au niveau de sa sélection pour diminuer le maximum l'exposition à tous les risques, qu'ils soient nucléaires, environnementaux, sociétaux, etc. Donc la plupart du temps, c'est dans des milieux assez reculés, à la campagne, pour parler simplement. Et ça se base autour de 7 piliers, que je vous laisserai découvrir dans le livre Idoine, bien sûr, je vais pas trop spoiler, qui permettent d'arriver à une forme d'autonomie et de reprendre le contrôle de ce fameux cadre au niveau matériel notamment, en incluant le réseau, l'aspect lien social, puisque dans tous les cas, que vous ayez une BAD ou pas, vous ne, entre guillemets, survivrez pas, mais je dirais plutôt vous ne durerez pas sans groupe. Et ça, le groupe est un facteur qui, selon moi, est beaucoup plus important au final que la préparation hyper fine, hyper avancée. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as atteint un minimum viable de préparation, comme je l'ai dit précédemment, 30 jours d'avance, etc., etc., le groupe fera la différence. Puisque si tu es tout seul et bien équipé, il y a aucun souci, je vais venir avec mon groupe et tu vas me donner ce que tu as. Et ça va s'arrêter là. D'accord. Privilégier plutôt le groupe au développement d'une base autonome durable qui n'a pas de sens sans groupe, en tout cas. Exactement. Donc, quand tu as un minimum de préparation, qui est le minimum syndical, on va dire, comme on a vu précédemment, selon moi, là vient à moi une problématique. Parce que là, on rentre dans des investissements importants. Soit tu mises sur la base autonome durable en semi-solitaire, parce que techniquement, tu t'ancres dans un village, etc., soit tu bâtis un réseau hyper efficace, partage les mêmes valeurs et avec des liens en fait qui ont une valeur infinie si tu arrives à créer du vrai lien. Alors c'est toute une science. Hein. Disons que ça coûte moins d'argent, mais c'est vrai que c'est peut-être plus de temps et ça demande certaine approche des choses. Mais je pense que de toute façon quand on regarde l'histoire de l'homme, si t'es tout seul, quel que soit ton niveau de préparation, c'est fini pour toi. Que ça soit face à n'importe quel ennemi, l'État, un autre groupe, n'importe quel adversaire, il faut un groupe. Donc, il y a déjà tellement à faire à ce niveau-là que, en fonction de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, réfléchissez bien. Bien sûr, si vous avez le budget, si c'est exactement ce dont vous rêvez, allez-y, faites-vous votre bad. Mais pour la plupart des gens qui n'ont pas la possibilité de faire ça, ce n'est pas forcément grave entre guillemets. Il y a d'autres stratégies. Bah, c'est vrai qu'un groupe d'une vingtaine de mecs avec des armes auront toujours la possibilité de venir braquer le mec dans sa bad. Alors que le mec qui est tout seul dans sa bad, même s'il a des armes, il aura du mal à s'opposer aux 20 mecs qui vont arriver, quoi. Alors oui, alors là tu parles du scénario du pire, mais le mieux c'est de venir toquer avec le sourire dans un premier temps et dire on collabore ou pas. Et après le ou pas, chacun assume ses conséquences dans la vie, surtout dans une situation dégradée où l'ordre n'est plus. Mais le mieux pour tout le monde, que ça soit pour toi, le mec qui a le groupe ou le mec qui a la bad, ça reste la collaboration. C'est toujours mieux. Alors moi j'ai un ami qui récemment a vécu les événements de Saint-Barthélemy en mer. C'est-à-dire, oui. Pas la mort de Johnny, hein, je parle de l'ouragan qui a dévasté Saint-Barth il y a quelques mois. Et tu fais bien de préciser, oui. Oui, voilà. Et donc lui, bon, il a cru sa dernière heure arriver, ça a été terrible. Alors du coup, il s'est mis au survivalisme maintenant parce que ça l'intéresse beaucoup avec ce qu'il a vécu. Mais enfin, c'est ce qui se passe après qui a été particulièrement dur. Oui. C'est-à-dire que lui, ils se sont regroupés toute sa famille. Alors c'est des mecs qui habitent Saint-Barth. Ils sont pas riches, hein, c'est des autochtones qui habitent là depuis toujours. D'accord. Ils sont regroupés toute la famille, genre une vingtaine ou une trentaine de personnes au même endroit. Donc ils ont pu un petit peu se protéger mutuellement. Protéger contre qui? Ben, contre les pilleurs, en fait, parce qu'il y a des groupes de pilleurs qui ont attaqué les commerces, qui ont attaqué certaines maisons isolées, etc. Oui. Et ça a pris quand même bien 2 semaines, je pense, ouais, pour que l'État puisse revenir et gérer un petit peu les choses, quoi. Comme je te dis, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la présence de l'État, on n'a pas vu pire, même encore Saint-Barth, où il met plus de 15 jours le retour à la normale. C'est pourquoi se baser sur déjà 30 jours d'autonomie, c'est déjà régler 80% des problèmes. C'est vrai.